Allora, arriva l'appello, se così accusante. La Presidente Von Pertuis a donné pouvoir à Nadine Viagioni, Santovani présent, Nadine Viagioni présente, Véronique Carigli a donné pouvoir, Paul Félix Benedetti est dans les embouteillages, il arrive avec Julien Paulini. Poggio Caitucoli a donné pouvoir à Paul Félix, Françoise Campana est présente, Casanova Salvas Marielene est présente, Cognetti Turchini Catti est présente, Romain Colonna a donné pouvoir à Yacinthe Valle, Giacometti Pirina Josefa absente, Guidoni Pierre absent, Sario Gianni absent, Mondoloni Jean-Martin a donné pouvoir à Catti Cognetti Turchini et Terry Charlotte est présente. Donc, pouvons cominciare. Curaborto 143, approbation du procès verbal de la commission permanente du 27 mai 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, ringraziable. On peut continuer avec le rapport 146. Prise en charge des frais d'hébergement et de restauration d'un intervenant extérieur dans le cadre des travaux de la Commission des compétences législatives et réglementaires pour l'évolution statutaire de la Corse. Donc il s'agit d'un déplacement d'une personne qui est Madame Véronique Bertille, professeure de droit public à l'Université de Bordeaux, qui est déjà intervenue devant la Commission et pour lequel on vous demande de prendre en charge ces frais. Donc, qu'est-ce qu'il y a des... Ah, il faut voter l'urgence. Qui est pour l'urgence? Tout le monde. Donc, l'avis de l'exécutif. Favorable. Donc, je vais mettre aux voix ce rapport, s'il n'y a pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Abstention? Non-participation de Cathy Cognetti, qui a le pouvoir de Jean-Martin Mondoloni. Donc on peut passer au rapport 84, Convention pluriannuelle entre la collectivité de Corse et SNSM en partenariat renforcé au suivi du toilettage en mer. Il est reporté. Très bien. Il est renvoyé à session. Et donc on passe au rapport 115. Ajout d'un tarif d'analyse au catalogue des prestations du laboratoire Cismonte et Poumonte dans le cadre du projet Génotique Cabra. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans le cadre du programme Génotique Cabra 2025-2029, le laboratoire du Cismonte réalisera les analyses sérologiques relatives au CAEV et à la paratuberculose attribuée au suivi sanitaire de la race caprine corse. L'analyse CAEV ELISA, actuellement absente du catalogue tarifaire des laboratoires de la collectivité de Corse, doit être intégrée au tarif de 7,63 € hors taxe afin de permettre sa réalisation sur toute la durée du programme. Monsieur le Président, il y a un amendement sur ce dossier proposé par l'exécutif sur une erreur sur le dossier. La proposition d'amendement, c'est de supprimer dans la grille tarifaire annexée à la délibération la motion accrédité COFRAC associée à l'analyse extrait sec méthode décimentrique. Le reste sans changement. Je vous remercie. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport et sur l'amendement? Pas d'intervention. Il y a un avis favorable de la commission de l'aménagement et un avis favorable de la commission des finances. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement d'abord. Qui est contre?
qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. L'amendement est adopté. Donc je vais mettre au voie le rapport amendé. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Unanimité, Aringrazia. Donc, le 121, nomination des membres du comité de pilotage du projet de territoire pour la gestion de l'eau du Sartelay-Valine-Coutard. Merci, Monsieur le Président. Donc, le PTGE du Sartenay-Valine-Coutard s'inscrit dans la mise en œuvre opérationnelle du PBACC qui a été adopté en 2018, qui constitue le cadre stratégique de la Corse en matière d'adaptation et de gestion équilibrée de la ressource en eau. Porté par la communauté de communes du Sartenay-Valine-Coutard, à l'échelle de 12 communes, il vise à répondre aux enjeux de sécurisation de l'accès à l'eau, de modernisation des infrastructures et de maintien d'un équilibre entre activités humaines et milieux naturels dans un contexte de changement climatique. Dans le cadre des travaux préparatoires du PTGE, la structure porteuse a élaboré, en concertation avec les acteurs du territoire, une proposition de composition du comité de pilotage associant les collectivités concernées ainsi que les principaux partenaires institutionnels et socioprofessionnels. Conformément à la délibération de l'Assemblée de Corse du 30 janvier 2026 relative à la gouvernance des PTGE, il appartient donc au Conseil exécutif d'arrêter la composition de cette instance, à l'Assemblée, je pense plutôt. Le présent rapport a donc pour objet d'approuver la proposition formulée par la structure porteuse et d'arrêter la composition du comité de pilotage du PTGE Sartenay-Valine-Coutard au préalable à l'engagement opérationnel de la démarche. Aringrazia. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, on va mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. On peut passer au rapport 122, participation au projet Hématigre, Institut Pasteur. Vous avez la parole. Merci. Alors, face à l'augmentation des risques sanitaires liés au changement climatique et à l'expansion du moustique tigre, il est proposé avec ce rapport que la collectivité de Corse participe, au titre notamment de ses compétences en matière de santé environnementale et de lutte contre les bioagresseurs, au projet de cartographie du risque de transmission des arbovirus porté par l'Institut Pasteur en collaboration avec la Fondation Crédit Mutuel pour la période 2025-2027. Ce projet vise à améliorer la connaissance de la dynamique des populations de moustiques tigres et à détecter la circulation des arbovirus. La participation de la collectivité de Corse à ce dispositif se traduit par la réalisation de missions de terrain, c'est-à-dire collecte de moustiques adultes et de leur excrétas, réalisation de relevés environnementaux ainsi que la transmission des échantillons pour analyse scientifique aux équipes de recherche. Cette collaboration permettra de renforcer les capacités de surveillance et d'anticipation des risques épidémiques, de consolider l'expertise des services de lutte antivectorielle et de valoriser l'action de la collectivité en matière de santé environnementale. Elle contribuera également à l'intégration de la Corse dans un réseau national de recherche et d'innovation au service des politiques publiques de prévention. La prestation donne lieu à une rémunération forfaitaire d'un montant de 12 303,30 € pour la durée du contrat. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de Corse d'approuver le contrat de prestation de services entre collectivités de Corse, l'Institut Pasteur, dans le cadre du projet Hématigre Aringrazia. Merci. Donc, il y a un rapport de la Commission pour les politiques de santé, un rapport de la Commission des finances avec un avis favorable. Pour les deux, est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc je vais le mettre aux voix en précisant que M. Paul-Joseph Caïtou qui se déporte sur ce dossier, donc il n'est pas présent. Et est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention, non-participation? Qui est pour? Donc le rapport est adopté. On peut passer au rapport 124, financement du programme régional de formation, PRF, au titre du Fonds social européen
2021-2027. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, la collectivité de Corse, pleinement compétente en matière de formation professionnelle, pilote le programme régional de formation afin de répondre aux besoins du territoire et d'accompagner les demandeurs d'emploi, notamment les publics les plus éloignés du marché du travail. Le déploiement du PRF s'inscrit dans les orientations du contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l'orientation professionnelle, le CPRDFOP. Le PRF s'appuie sur deux axes, une offre issue de la commande publique et une offre complémentaire réalisée avec l'AFPA. Le présent rapport a pour objet de solliciter un financement pour les actions du programme régional de formation au titre du Fonds social européen plus, FSE+, 2021-2027, dans le cadre de l'action ESO 4.7 du programme, destinée à promouvoir la formation tout au long de la vie et à adapter les compétences aux besoins futurs. Les actions concernées couvrent des secteurs clés en Corse, bâtiments, services, mer, transport, sécurité, ainsi que des parcours d'insertion destinés aux publics les plus éloignés de l'emploi. Sur le plan financier, le programme FEDER FSE+, 2021-2027 pourrait apporter un soutien à hauteur de 3 247 429,20 € pour un montant total prévisionnel de 5 412 382, sachant que le suivi et le financement des actions seront facilités par la mise en place récente par le programme de l'option de coûts simplifiés. Bien entendu, ce montant proposé est un montant maximum prévisionnel. L'autorité de gestion et le comité de programmation se prononceront sur le montant final au regard de la procédure d'instruction et des disponibilités budgétaires du POE FEDER FSE+, au moment de la programmation. Il vous est donc proposé d'approuver le présent rapport, d'autoriser le président du Conseil exécutif de Corse de déposer les demandes de financement au titre du programme 2021-2027 du FSE+, d'autoriser le président du Conseil exécutif de Corse à signer tous les actes associés à cette demande. Arine Raziavi. Merci. Donc, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Cathy. Merci pour ce rapport. Il est bien que le programme régional de formation professionnelle vienne en support et en aide à la fois au public en difficulté et aux centres de formation, sachant que l'apprentissage connaît une baisse importante, même si la collectivité n'en a plus la compétence, et qu'il est important de mobiliser des fonds pour aider ces publics en difficulté et les centres qui vont bientôt l'être. Très bien. On prend acte de l'intervention. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Arine Radia. On peut passer au rapport 123 avec l'attribution d'une garantie d'emprunt à la société 3F Sud, opération Chemin de Mézane pour la construction de 40 logements locatifs sociaux à Luciana. Vous avez la parole. Président, est-ce qu'on peut attendre Julien Paolini, qui est toujours dans les sur les embouteillages, sur les rapports logement et passer sur culture et patrimoine et le mécénat, le rapport 116. Alors, le rapport 116. Musée, Maison Pascal Par, une convention de partenariat entre la collectivité de Corse et la SO, Giudi l'Amigue du musée où est-ce qu'on est voir. Avec la parole. Arine Raziavi. Donc, ce rapport, c'est la signature de la convention de partenariat entre la collectivité de Corse et l'asso Cidi l'Amigue di Museo Pasquale Bauli, association loi 1901, créée le 6 mai 2025 pour une durée de 3 ans, donc du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. L'objectif est de renforcer le rayonnement du musée, de préserver et valoriser son patrimoine et fédérer un large public autour de l'héritage de Paoli et des Lumières. Les missions principales de l'asso sont un soutien financier et logistique au musée Paoli, financement participatif, acquisition, restauration d'œuvres, recherche de mécénat, l'organisation d'événements culturels, le développement des partenariats avec des collaborations avec d'autres institutions culturelles,
et des échanges internationaux, la mobilisation de ces bénévoles et l'amélioration de l'expérience du public. Les engagements principaux pour la collectivité sont mise à disposition gratuite des espaces du musée pour les événements de la SOTU, gratuité d'entrée au musée pour les membres de la SOTU, réduction de 30% sur les articles de la boutique si délibération actée. Les engagements principaux pour la SOTU sont réalisation des actions validées, soutien financier, valorisation, médiation, promotion des actions du musée auprès de ses partenaires, transparence, bilan plus compte certifié, respect des obligations sociales et fiscales et accès aux documents pour contrôle et mention obligatoire du soutien de la collectivité dans toute communication. Donc, ce projet, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le Président du Conseil exécutif à signer la convention ainsi que tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre, approuver la proposition de nommer Monsieur le Président du Conseil exécutif président d'honneur de la SOTU di Lamighe e di Museo Pasquale Paoli, approuver la proposition de nommer Madame la directrice du Museo Casa Nativa di Pasquale Paoli membre de droit du conseil d'administration de la SOTU di Lamighe e di Museo Pasquale Paoli avec voix consultative. Désaffecter 24 000 € de l'opération et affecter 24 000 € au profit de la SOTU di Lamighe e di Museo Pasquale Paoli. A ringraziarvi. Merci. Donc, avis favorable de la commission de la culture et de la cohésion sociale et avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc, emmettete a voto. Quelli che è contro, quelli che si astengono, quelli che partecipano amica, quelli che favore. Rapport adopté. Toujours musée Maison Natale Pascal Paul. L'inscription de collection à l'inventaire réglementaire du musée. Vous avez la parole. « 117. Présentation des acquisitions réalisées par le musée Pasquale Paoli en 2025 en vue de leur inscription à l'inventaire réglementaire de l'établissement. Ça, c'est rapide et précis. Donc, ça a été débattu, bien entendu, à la commission de la culture et de la cohésion sociale. Ça a été débattu à la commission des finances avec des avis favorables. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité, a ringraziarvi. On peut passer au rapport 126, convention, pays d'art et d'histoire entre l'État, ministère de la Culture, la communauté de communes de l'Isola Balagne et la collectivité de Corse. Rapport numéro 126. Ringraziarvi. Donc, le label Ville et Pays d'art et d'histoire, créé en 1985 par le ministère de la Culture, qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente l'approbation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie. En Corse, 4 villes sont labellisées, Bastia, Sartène, Ajaccio et Bonifacio, et ont toutes le soutien de la collectivité de Corse, chef de file au niveau patrimonial. La communauté de communes Île-Rousse-Balagne mène depuis plusieurs années un travail remarquable pour l'obtention de ce label et a reçu un avis favorable lors du Conseil des sites tenu le 21 mai dernier. Aussi, pour permettre la mise en œuvre de ce label, une convention sur 10 ans, présentée ici, en pose les contours. Elle sera ensuite signée conjointement par les 3 parties. A ringraziarvi. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des interventions? Avis favorable de la commission de la culture et de l'aménagement du territoire. Avis favorable de la commission économique. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc, je vais mettre aux voix. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Avis Gradia. Président, je peux faire le rapport 114 sur les ressources humaines. Pas de problème. Rapport 114. Relèvement de la prescription cardinale concernant une créance. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans le cadre du détachement d'un fonctionnaire territorial au sein de la collectivité de Corse, en qualité de contractuel, des cotisations et contributions restent dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales concernant le déroulement de sa carrière dans sa collectivité d'origine. À ce titre, celle-ci se doit de réclamer à l'agent ainsi qu'à la collectivité d'accueil, au moyen d'un titre de recette, le remboursement des cotisations et contributions qu'elle règle à la caisse de retraite en lieu et place de l'agent et de la collectivité d'accueil. En l'espèce, la collectivité concernée aurait dû émettre trimestriellement, semestriellement ou annuellement les titres de recette correspondant au remboursement des sommes dues depuis 2020. Un titre global d'un montant de 38 533,76 € a été émis en date du 23 mars 2026 pour la période 2020-2025. Cette créance étant atteinte par la prescription quadriennale, l'Assemblée délibérante peut, par délibération, relever le créancier de cette prescription quadriennale. Aringradiavi. Aringradiavi, est-ce qu'il y a des questions? Avis favorable de la Commission des finances. Pas de questions. Donc, je mets au voie le rapport 114. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Aringradiavi. On laisse 10 secondes à Julien Pauline pour s'installer. Et bien entendu, il s'adapte à tous les dossiers qui suivent. Mais on lui demande quand même lequel il veut présenter. Merci, Monsieur le Vice-président, Madame la conseillère exécutive, Mesdames et Messieurs les conseillères. Salut à tous, désolé pour le retard. J'ai été pris dans des embouteillages à l'entrée de la ville d'Ajaccio. Tout le secteur est fermé, mais j'ignore pourquoi. Donc, désolé. Merci, Vanina, d'avoir présenté certains des rapports. Donc, je vais vous présenter le bloc logement. Le premier rapport, il s'agit de l'attribution d'une garantie d'emprunt à la SAHLM 3F Sud, donc un bailleur social, pour une opération de 40 logements dans le parc social public qui est situé, une opération qui est située à chemin de Mezzane, pardon, à Luciane. Une opération d'un montant total de une garantie d'emprunt sollicitée par le bailleur d'un montant total de 5,8 millions. Vous avez les détails du prêt souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui est constituée de 7 lignes de prêts qui sont détaillées. Je ne vous les détaille pas, mais c'est des prêts longue durée, de minimum 40 ans, certains pouvant aller jusqu'à 60 ans. Et donc, il vous est proposé que la collectivité de Corse puisse garantir cet emprunt du bailleur pour la totalité de la somme, à savoir 5,8 millions. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci, Monsieur le conseiller exécutif. Il y a un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité, Aringradiavi. Et on peut passer au rapport 125 avec l'approbation de la convention cadre entre la collectivité de Corse et l'association régionale des organismes HLM, PACA et Corse. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. Oui, cette convention cadre de partenariat entre la collectivité de Corse et l'association régionale des bailleurs HLM, PACA Corse vise à répondre à plusieurs problématiques liées à l'accès au logement en Corse, notamment aux logements sociaux. Elle vise à renforcer, bien sûr, la coordination entre l'ensemble des acteurs du logement social, et à
au premier chef notre collectivité, bien sûr, hein, qui a des compétences particulières en la matière, mais aussi l'ensemble des bailleurs de l'île, que ce soit les bailleurs publics ou les bailleurs privés. Donc, je ne vous fais pas une présentation de la problématique du logement en Corse, vous la connaissez aussi bien que moi, problématique de foncier, problématique de prix, que ce soit en location ou en accession à la propriété, problématique aussi sur la demande, notamment liée à la concurrence avec des activités touristiques, par exemple. Donc, on a une demande qui est croissante en logements sociaux, qu'il est très difficile, à laquelle il est très difficile de répondre au vu des tensions sur le marché. Et donc, on a nécessité d'accélérer la mise en œuvre opérationnelle de ces programmes de logement. On aura d'ailleurs à examiner, alors pas à cette session, mais à la prochaine, les conventions d'objectifs et de moyens avec les deux offices publics de Corse, l'OPH de Corse et l'OPH de la CAPA. On devait le faire initialement à cette session, mais on a reçu un certain nombre d'observations qui nous ont conduit à reporter ce rapport à la session du mois de juillet. De même qu'on aura à formaliser des partenariats avec l'ensemble des bailleurs privés de l'île, et on aura à vous présenter aussi le travail qu'on mène aujourd'hui avec eux. Pour mener ce travail-là, notamment de conventionnement avec l'ensemble des bailleurs et la mobilisation des acteurs, notamment par exemple du GIRTEC, sur la question du foncier, on a souhaité renforcer notre partenariat avec l'ensemble des bailleurs au travers de l'association régionale des organismes HLM PACA Corse. Vous avez l'ensemble des objectifs poursuivis par cette convention qui sont présentés dans le rapport, l'amélioration de la connaissance des besoins et des tensions en Corse, la structuration d'une stratégie foncière territoriale. Bien sûr que cette stratégie foncière elle sera pleinement intégrée dans le cadre de la révision du PADUC, et les échanges avec les acteurs de terrain, je dirais, sont très utiles pour affiner notre réflexion sur cette stratégie foncière. La requalification de l'habitat existant et la revitalisation des centres anciens, un certain nombre d'opérations, en effet, sont actuellement en cours dans les centres anciens. Il s'agit de pouvoir diversifier ce type d'opérations. La transition énergétique du parc, vous savez que le parc social est en grande partie dégradé. On a 16 000 logements sociaux en Corse, de mémoire, donc 10 000 doivent faire l'objet de rénovation. Donc c'est un chantier qui est considérable, auquel sur lequel on souhaite bien entendu se mobiliser, notamment à travers les crédits dédiés, et notamment les crédits européens ou ceux relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie. On aura d'ailleurs à inaugurer une opération d'ampleur à Paeseno lundi, je crois, le 29. Donc il y aura la réhabilitation de plus de 400 logements à Paeseno dans le parc d'Erilia, où on aura une opération qui vise l'obtention d'un label bâtiment basse consommation. Et c'est une des premières opérations où on sortira du gaz de ville, et donc également une opération de décarbonation et de transition énergétique. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ce sera lundi à Paeseno. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Avis favorable de la Commission des finances. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. On peut passer au rapport 127. Proposition d'individualisation de crédit à titre exceptionnel pour l'opération d'acquisition, amélioration par Erilia de l'ensemble immobilier Le Cézanne à Bastia. Oui, là encore une opération portée par le bailleur Erilia sur Bastia, une opération ancienne dont on a eu déjà l'occasion sur lequel on a déjà eu l'occasion d'échanger dans différents cadres. Il s'agit de l'opération d'acquisition-amélioration de l'ensemble immobilier Le Cézanne, donc à proximité de la gare de Bastia, en plein centre-ville. Sur cette opération-là, il y avait eu un portage qui avait été réalisé par l'Office foncier en 2022. Donc l'Office foncier avait acheté ce bien
et aujourd'hui, et ensuite, Erilia a souhaité se porter acquéreur de ce bien pour la réalisation de 136 logements locatifs sociaux de différentes catégories, PLAI plus PLS, 44 logements en accession sociale et 1590 mètres carrés de locaux d'activité, notamment une crèche, un centre médical, des commerces et des services, donc toujours avec l'objectif de contribuer à la mixité fonctionnelle et sociale du centre-ville de Bastia. Donc ça s'inscrit également dans l'opération et dans le programme Action Cœur de Ville. Et bien sûr, cette opération, elle est tout à fait conforme aux orientations du schéma de développement urbain durable, où on vise à mobiliser au maximum tout ce qui est déjà bâti, notamment dans le cadre d'opérations de réhabilitation, de sortie de friches, etc. etc. Donc, il vous est proposé ici un soutien financier de la collectivité de Corse au profit de cette opération. Le soutien financier de la collectivité de Corse cible les logements locatifs sociaux qui sont PLAI et plus, c'est-à-dire les logements sociaux à destination des catégories les plus modestes. Donc 122 logements sur cette opération qui seront financés par la collectivité de Corse si ce rapport est validé. Et je rappelle aussi que l'Office foncier fait une décote par rapport à son prix d'achat, je dirais, parce que justement la destination de ces logements ont une vocation sociale. Donc il y a une décote du prix d'achat qui est réalisé par l'Office foncier. C'est précisé dans le rapport, je n'ai plus le montant en tête. Donc il vous est proposé donc ici d'attribuer une subvention à la SA HLM Erilia de 905 000 € pour finaliser, je dirais, le plan de financement de cette opération très importante pour Bastia. Et donc, comme il y avait une certaine urgence, on le passe dans le cadre d'une subvention dite exceptionnelle, mais par la suite, on vous présentera des conventions pluriannuelles de programmation avec les principaux bailleurs de l'île, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils soient publics ou privés. Merci. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Paul Félix. Moi, je suis satisfait de voir qu'une grosse verrue en plein cœur de Bastia va se terminer et qu'il y aura en plus une logique sociale à l'aménagement. Là où je demande à ce que l'on s'interroge, c'est quel est le grippage de mécanismes qui fait que la collectivité en amont actionne ses outils d'achat. Elle bloque ce complexe urbain. Et derrière, le second outil opérationnel de la collectivité territoriale, à savoir la société HLM de Haute-Corse, n'est pas en capacité de monter une telle opération, alors qu'elle est très fortement financée. Les fonds propres de l'investisseur sur la partie des 31 millions d'euros de logements sociaux n'est que de 3 millions d'euros. Ça veut dire qu'en Corse, nos outils bloquent à une échelle de 3 millions d'euros. Et 10 millions d'euros pour le complément qui, lui, est très probablement rentable puisqu'il est dans une logique commerciale et sur des logements de niveau locatif plus aisés. Moi, je voudrais qu'on fasse une analyse de l'opérationnalité de nos bailleurs sociaux locaux, que ce soit celui qui est géré par la CAPA ou celui qui est géré par la collectivité de Corse. Sinon, le constat que j'ai fait lors du programme d'aide au logement, entre autres pour les logements sociaux, la totalité des aides qu'on a votées, et je crois que c'est 21 millions d'euros sur le programme quinquennal, ils vont partir vers des bailleurs étrangers, même si ce sont des bailleurs sociaux. Et les nôtres vont tout simplement essayer de faire de la petite réhabilitation. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une analyse générale de ce qui nous manque. Est-ce qu'il manque un cautionnement, une recapitalisation très forte des deux établissements qui sont corses, en mettant ce qu'il faut, quitte à faire des pans entiers sacrificiels sur des opérations qui sont moins stratégiques.
L'accès au logement, ça fait partie des droits fondamentaux. C'est là où il y a le plus de victimisation de nos populations parce que la spéculation, la hausse des prix, la saisonnalité de la location et l'arbitraire des possédants fait qu'aujourd'hui, on est sur un non-droit en accès au logement. Donc, moi, je vais voter parce que c'est des logements sociaux. Mais je vous dis tout ça. Et moi, je demande à ce que ou une commission ou l'exécutif, mais qu'il y ait une mission analytique, qu'on comprenne et qu'on donne les outils demain pour que ça ne se reproduise plus. Merci. Monsieur le conseiller exécutif. On peut bien entendu partager le constat fait par Paul Félix Benedetti. On est bien conscient des difficultés que rencontrent aujourd'hui les offices publics, que ce soit l'office public de Corse ou l'office public de la CAPA, des difficultés qui sont liées à plusieurs facteurs. L'objectif, ce n'est pas de les détailler ici, hein, mais on a un certain nombre d'éléments hein, qui ont été bien étayés, notamment par des organismes spécialisés dans le domaine, qui montrent que nos deux offices publics rencontrent des difficultés pour réaliser des opérations d'une certaine dimension, comme celle qui est aujourd'hui portée par Erilia dans le cadre du Cézanne. Je rappelle qu'un appel à projet, je ne sais pas s'il avait été intitulé ainsi, avait été lancé et seul Erilia a répondu pour l'acquisition du Cézanne au vu des montants importants à investir, ne serait-ce que pour le volet acquisition, sans aller sur le volet ensuite réhabilitation, etc. Donc c'est une opération à 40 millions d'euros, hein, plus de 40 millions d'euros, dont 31 millions d'euros dédiés au logement locatif social. Et on voit bien que voilà, sur des opérations d'une telle ampleur, les bailleurs publics n'ont pas souhaité se positionner. Pour autant, on a un certain nombre d'indicateurs qui montrent aussi qu'il y a une nouvelle dynamique, hein, notamment au niveau de l'OPH de Corse, et une projection dans les années à venir qui est plutôt encourageante. Je veux dire, mais on ne passe pas, je dirais, de tout à rien, de rien à tout, plutôt en seulement quelques mois ou quelques années. C'est un travail de longue haleine qui a déjà été entrepris de restructuration des offices publics de l'habitat, notamment sur leur capacité opérationnelle. Et on aura à débattre, je le disais, hein, lors de la prochaine session, puisque je vous présenterai les conventions d'objectifs et de moyens avec les deux bailleurs publics. Et vous verrez que les volumes d'investissement qu'on souhaite mobiliser à l'avenir, ils sont conséquents. On parle de plus de 100 millions d'euros pour les 5 ou 6 prochaines années dédiées au logement social sur des opérations de construction et de réhabilitation. Pour autant, malgré plus de 100 millions d'investissements, hein, je ne vais pas faire le débat ici alors que c'est prévu pour la prochaine session et que vous allez être destinataire des rapports, mais malgré plus de 100 millions d'investissements, on voit qu'on est très loin de répondre à la demande et qu'on a besoin d'autres types de bailleurs qui interviennent également sur le territoire, mais c'est tout à fait compatible avec la nécessité d'une réflexion sur les bailleurs sociaux et de leur donner toutes les capacités pour agir au mieux pour répondre à cette problématique sur notre territoire. Donc j'adhère à la proposition qu'on ait un travail, je dirais, collégial au sein de cette Assemblée où l'exécutif participera pour identifier les problèmes et voir comment on peut améliorer la situation des bailleurs. C'est tout à fait dans l'état d'esprit dans lequel on est, mais il faut bien gérer aujourd'hui la situation actuelle et offrir à nos bailleurs les moyens de fonctionner. Merci. Donc je vais mettre le rapport aux voix. Qui s'abstient? Donc Cathy Cognetti qui a le pouvoir, Jean-Martin Mondoloni. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc le rapport est adopté. On peut passer au rapport 140, si vous en êtes d'accord, avec le rapport modificatif relatif aux lignes directrices de gestion en matière d'avancement et promotion interne des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
et des travailleurs handicapés, BOTH, pour les années 2024, 2025 et pour l'année 2026. Oui, merci. Donc, cette modification des lignes directrices pour l'accès par la voie de détachement à un corps d'emploi de niveau supérieur ou des catégories supérieures instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap fait suite à une expérimentation portée par la collectivité de Corse depuis 2021, notamment dans le cadre du dispositif prévu à l'article 93 de la loi du 6 août 2019. Aujourd'hui, compte tenu de la réorganisation des services de la collectivité de Corse qui sont intervenus, comme vous le savez, en 2025, cette réorganisation des services a fait émerger des besoins complémentaires, notamment en matière d'ingénierie, et il s'avère aujourd'hui nécessaire de pouvoir créer de nouveaux postes en trajectoire interne et ainsi modifier le nombre de postes créés au titre des lignes directrices de gestion BOETH des années 2024 et 2025, ainsi que leur répartition, et aussi de modifier le nombre de postes à créer au titre des lignes de gestion BOTH de l'année 2026, ainsi que déterminer leur répartition. Donc la modification proposée impacte le nombre de postes précédemment définis par la délibération de la commission permanente qui a approuvé les lignes directrices en matière d'avancement et de promotion interne des bénéficiaires pour les années 24 et 25, et une modification du tableau des effectifs prévu par la délibération de la commission permanente qui a pris acte des lignes directrices de gestion pour 2026. Donc, il vous est proposé de modifier les nombres de postes des années 25 et 26, comme indiqué dans le tableau, 7 ingénieurs territoriaux, 8 attachés territoriaux, 16 rédacteurs territoriaux, 16 techniciens, aucun agent de maîtrise et un assistant de conservation de patrimoine, un attaché de conservation de patrimoine, un animateur territorial. Et les 20 postes créés initialement seront supprimés en assemblée délibérante au mois de juillet. Et par ailleurs, pour l'année 2026, il vous est proposé 10 postes avec la répartition suivante, 2 ingénieurs territoriaux, 2 attachés territoriaux, 3 rédacteurs territoriaux, 3 techniciens, pour un total de 10 postes. Je vous remercie. Merci. Donc, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Félix. Je voudrais savoir si le fait d'adopter cette majoration de postes rétroactive et de rogner le quota 2026 permet de résorber toutes les connaissances de postes qui sont en attente ou qui n'ont pas pu être pourvues dans la mesure où il y avait plus de candidatures éligibles qu'il n'y avait de postes disponibles. Est-ce que ça répond à un esprit de rationalité et de normalisation ou est-ce qu'on est dans la fuite en avant de la création de diplômes tout azimut? On avait peut-être oublié de dire qu'il y avait un avis favorable du CST. Enfin, ça répond aux questions, aux inquiétudes de Paul-Félix Benedetti. Oui, à Sainte-Vagne, il rappelait qu'en effet, il y a un avis favorable du CST que je n'ai pas signalé. Bien sûr que ça répond à une volonté de rationalisation et de normalisation, pour reprendre vos termes, monsieur le conseiller, et à aucun moment à une fuite en avant. Ça permet en effet de couvrir un certain nombre de postes qui n'auraient pas pu l'être si on ne faisait pas cette modification. Et donc, ça répond à un besoin clairement identifié, mais en revanche, ça ne permettra pas de répondre à toutes les demandes qui ont été présentées. Et donc, oui, il y a un effort de rationalisation et de prise en compte des demandes qui ont pu être faites. Et par ailleurs, on travaille également à avoir
une vision plus consolidée des besoins dans les prochaines années. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a plus. Donc, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité irrégradiable. On peut passer au rapport 141, modification du tableau des effectifs de la collectivité de Corse. Merci. Comme vous le savez, la modification du tableau des effectifs de la collectivité de Corse, objet de ce rapport, vise à proposer des ajustements nécessaires afin d'adapter le tableau des effectifs à l'évolution des besoins en vue de réaliser des opérations de recrutement ou de gestion des effectifs. Donc la proposition qui vous est faite de modification des effectifs, elle permettra notamment d'armer la réorganisation en cours et concrétiser la poursuite de la démarche d'organisation de notre administration. Ces modifications du tableau des effectifs, elles sont consécutives aux évolutions organisationnelles, notamment le nouvel organigramme, et elles viennent compléter et affiner les modifications précédentes. On souhaite poursuivre ainsi la dynamique d'adaptation et d'optimisation avec la création, la suppression et la modification de postes. Donc les détails, je ne vous les expose pas, hein, ils sont précisés dans le rapport ad hoc. En gros, cette proposition de modification des effectifs, elle s'articule autour des axes habituels, réorganisation des directions, mise en œuvre des opérations de gestion courante, correction et ajustement du référentiel en organisation et modification des lignes directrices aussi, au titre des années 2024, 2025 et 2026, comme on a pu le voir dans le rapport précédent. Donc il y a, dans le cadre de ce rapport, de modification des effectifs, une modification des effectifs par cadre d'emploi, l'ensemble des opérations proposées à la délibération de l'Assemblée de Corse, des créations de postes en trajectoire interne, en trajectoire externe, des modifications de postes et des suppressions de postes. Je vous remercie. Merci. Et avis favorable du CST également. Pour Félix Benedetti. Je parle pour moi, là, pas pour mon pouvoir. Je comprends tout ça, mais c'est des modifications d'organigramme. On réorganise le service de sécurité, on enlève le directeur adjoint, on passe des agents sous tutelle, on crée une équipe sécurité élargie. C'est une modification d'organigramme. Mais si on avait un vrai organigramme, ça serait implicite. Et là, on est sur quelque chose qui est encore fait au coup par coup, et on est toujours dans l'attente du grand document sagittal, hiérarchisant les positions, les actions, les grades et les fonctions. Donc je ne suis pas d'accord, je vais m'abstenir. Moi j'admets ces réorganisations, elles sont naturelles, mais elles doivent rentrer dans un cadre normatif. Et malgré tous les efforts que vous faites, vous êtes toujours dans le coup par coup et le cas par cas. J'en dis pas plus. Si vous étiez venu au CST, monsieur, vous auriez eu les informations que ça fait partie d'une réorganisation par DGA, un nouvel organigramme, une mise en place. Donc là, on passe où c'est abouti, où on est d'accord. Hein, je passe sous vos contrôles. Hein. Donc c'est un début, mais les autres DGA viendront tout doucement, en discussion et en accord avec les représentants du personnel, avec un travail qui se fait dans le dialogue, la transparence et le temps qu'il faut pour que tomber sur un accord, qui est celui-là. Mais c'est qu'un début, il y a toute une montée en puissance derrière. Je conçois, une maison, elle se fait pierre par pierre. Mais une bonne maison, elle se fait avec un plan. Je précise que le plan est fait, enfin je passe sous le contrôle, hein. Le plan, non mais Félix, sérieusement, le plan global est fait et maintenant c'est les discussions avec les partenaires sociaux qui permettent de tout doucement agréger DGA par DGA. Mais c'est un travail considérable avec des réunions vraiment quotidiennes et vraiment une adhésion
des partenaires sociaux et de tous les services concernés. Voilà, je donne ces précisions parce que ça a été donné en CST avec des réunions de travail et les partenaires sociaux. Là, on a mis un peu en pause parce qu'il y a les élections professionnelles qui approchent aussi, donc on va mettre un petit peu en pause, mais en janvier 2027, ça redémarrera. Je pense que j'ai été précis, j'ai rien oublié. Mais... Vous en parlez bien mieux que moi. Non, merci. Bon, moi, je ne participe pas au CST, hein, mais d'après les informations qui me sont parvenues, ça a fait l'objet, cette proposition de modification du tableau d'effectifs, d'un travail important en CST, qui a été par ailleurs validé, et l'ensemble des documents relatifs à l'organisation de notre collectivité, et donc de l'organigramme DGA par DGA, sont disponibles, sont réalisés. Donc, je ne voudrais pas laisser croire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organigramme. Il y a un organigramme, et bien sûr qu'on transmettra à M. Bénédicte l'ensemble des éléments relatifs à cet organigramme. Mais un organigramme, ce n'est pas figé à vitam aeternam, ça évolue avec les missions, la vie d'une collectivité de Corse, et donc il y a une nécessité de l'adapter régulièrement. C'est tout l'objet du travail qui est fait en CST, et ce tableau, il ne traduit que, je dirais, cette réorganisation conformément à ce qui a été voté dans cette Assemblée et au travail avec les organisations syndicales et à la déclinaison opérationnelle de ce travail. Très bien, merci. Donc je vais le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote Félix Bénédicte. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc le pouvoir de Paul Félix. Très bien. Le rapport est adopté et je pense qu'on a terminé. Ah, il en reste un? Il est où? 142. Exact. Donc, 142. Protection sociale complémentaire des agents de la collectivité de Corse, évolution des taux de cotisation du contrat adossé à la convention de participation santé. Vous avez la parole, un dossier important. Merci, oui, c'est important. Je vous rappelle que depuis juillet 2023, la collectivité de Corse propose à ses agents 2 contrats collectifs facultatifs de protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance. Ces contrats permettent aux agents d'accéder à des niveaux de garantie satisfaisants à des coûts négociés, tout en continuant à bénéficier d'une participation financière employeur. Donc, concernant le premier contrat, à savoir le contrat santé, l'analyse des comptes qui a été présentée le 12 février 2026 a fait apparaître un déséquilibre financier qui a conduit le groupement assureur à proposer une évolution des cotisations à compter du 1er juillet 2026 de 1% au titre des évolutions réglementaires, de 10% liées à la sinistralité du contrat et de 2% correspondant à l'indexation au PMSS. Parallèlement, pour 2026, il a été instauré une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires ainsi que des dispositions visant à geler l'augmentation des cotisations en 2026. Il faut savoir que la portée exacte aujourd'hui de ces mesures reste juridiquement discutée. Donc, dans ce contexte, la collectivité a engagé des échanges avec l'assureur afin de trouver une solution conciliant la protection du pouvoir d'achat des agents, l'équilibre financier du contrat et le contexte juridique incertain, notamment lié à la loi de finances de la sécurité sociale pour 2026. Ces discussions ont permis d'aboutir à une proposition d'évolution tarifaire limitée à 10%. Donc les bénéficiaires sont les agents de la collectivité de Corse et l'impact budgétaire pour la collectivité de Corse est nul et il y aura une augmentation de 10% des cotisations santé qui sera appliquée aux agents bénéficiaires du contrat santé à compter du 1er juillet 2026. À ce stade, donc pas d'impact financier par la collectivité de Corse, mais c'est important de souligner qu'un travail a été engagé
pour renforcer la participation financière de la collectivité de Corse au financement de la protection sociale complémentaire afin de diminuer l'impact de cette évolution tarifaire sur les agents. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Paul Félix. Quand on a affaire à ce genre de situation, il y a deux causes possibles. Soit une sous-évaluation initiale de la sinistrabilité, je dirais, de la patientèle des agents de la collectivité de Corse. Et dans ce cas-là, il y a une faute initiale de l'opérateur qui a peut-être fait cette opération pour rentrer dans la maison, et c'est un acte déloyal. Soit il y a des écarts liés à un risque maladie et autres qui est au-delà des ratios usuels dans une fonction publique territoriale de ce calibre. Que ce soit l'un ou l'autre, là aussi, il faut qu'il y ait une enquête administrative. Même si on dit que ça n'impacte pas la collectivité, c'est pour la pomme des agents. Mais on ne peut pas avoir une logique mutuelle qui puisse avoir un côté pervertissant, avec là aussi une fuite en avant, des mauvais contrôles sur si c'est quelque chose qui n'est pas dans la rationalité, qui laisse à penser qu'il peut y avoir une logique qui est avec la facilité d'arrêt, par exemple, qui conduise à l'actionnement de la prévoyance. Ou alors, je reviens à la première chose, c'est un taux d'appel initial qui était trop bas. Et dans ce cas-là, on doit demander un lissage sur plusieurs années pour ne pas avoir un effet palier aussi haut avec un plus 10% d'un coup. Ça fait partie d'une négociation normative et normale. Moi, je veux dire, un plus 10%. On, il demande plus 13%, hein, par rapport à une perte théorique annoncée à 12%. Donc déjà, en demandant 13, ils font plus 1%. Mais ensuite, c'est de revenir à l'origine du contrat. Qu'est-ce qu'ils avaient mis en prévisionnel et à partir de là, qu'est-ce que c'est qui a dérapé? Parce que 10% dans la situation actuelle, sur des pouvoirs d'achat assez dégradés, c'est quand même beaucoup. Très bien. Oui, Cathy Cognette. Mais dans le cadre d'un contrat de prévoyance, quand on l'a contracté à la collectivité, on a eu plusieurs propositions avec différents taux de prise en charge, avec quand même différentes ventilations selon les profils qui pouvaient se présenter. Donc peut-être qu'effectivement, il faut revoir le contrat et c'est dans l'air du temps dans toutes les entreprises, hein, de toute façon. Ça a fait l'objet d'une discussion, une grande discussion avec les partenaires sociaux, mais je laisserai répondre à M. Pauline. Oui, merci. En effet, hein, il s'agira de bien analyser la situation et de comprendre le pourquoi du comment de ces augmentations. Ce qui est certain, c'est que les facteurs, à mon avis, sont multiples. Très probablement une sous-évaluation au départ. Ça sera à confirmer hein, par les chiffres. C'est en cours et il y a déjà un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'évaluer si dès la signature de contrat, il y a eu une sous-évaluation. Je précisais aussi que ça ne concerne que le contrat santé, pas le contrat prévoyance. Donc là encore, ça sera des choses à regarder uniquement pour ce rapport-là, en tout cas sur le volet du contrat santé. Par ailleurs, ce travail-là d'analyse du contrat, il y a eu aussi un gel hein, des cotisations sur les 2 premières années, et donc ce qui peut expliquer aussi, hein, je dirais, derrière le glissement et l'augmentation plus forte cette année. Et ce travail d'analyse, de toute façon, on ne pourra pas y échapper, puisque les contrats seront renégociés en 2028. Et donc, dès
2028. Dans le cadre de la négociation à venir, on aura un certain nombre d'éléments qui nous permettra d'objectiver et de négocier le futur contrat. Mais à ce stade, je peux vous assurer qu'on ne peut pas faire mieux. Et comme je le disais, on souhaite aussi que ça impacte le moins possible les agents et donc de réfléchir si la collectivité peut trouver des marges pour essayer de prendre en charge une partie de ces surcoûts. Mais vous savez que le contexte budgétaire est difficile actuellement. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je veux juste demander un complément. Moi, je n'avais pas lu que... Je pensais que c'était qu'ils étaient en groupement solidaire et que c'était une... Donc, on va se prendre la même patate pour la prévoyance. Ça dépend. Vous devez les avoir, les chiffres. Ça dépend du taux du malade. Dites-le-moi à l'avance. Mais il y aura une évolution, puisque 50% de participation seront obligatoires par la collectivité d'ici 2027, je pense. Donc, il y aura une évolution sur la participation de l'employeur qui sera obligatoire à un taux de 50% en 2027. Donc, ça donnera un peu d'oxygène pour les agents. Voilà. Donc, c'est tout un travail là-dessus aussi, et ça fera un impact financier très important pour la collectivité de Corse à prévoir sur l'année 2027, ainsi que toutes les autres collectivités, pas que la collectivité de Corse. Donc il faudra s'y préparer aussi. Juste une remarque. Je sais que l'allotissement voudrait qu'on fasse des lots, mais quand on sélectionne les offres, de raisonner en pool d'assurance, ça donne une addition des résultats. Et eux, ils raisonnent en sinistrabilité annuelle. Et en général, c'est plus, suivant les organismes, mais c'est souvent la prévoyance qui met des gros taquets, plus que la santé. C'est pour ça que d'avoir de la grosse dérive sur la santé, moi j'ai connu des mutuelles là où je travaillais avant, dans un autre monde, ceux qui avaient en plafonné, c'était les forfaits lunettes. À 900 € par agent, par ayant droit et par an. Bon, mais quand on l'a limité, ça s'est mieux passé. Tu regarderas. Oui, bon, on n'en dira pas plus. Très bien. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Unanimité, a ringrazia. Giusto una precisione. La présidente m'indique que de reporter le rapport 120 sur la présidence relative aux travaux de la commission de déontologie de l'Assemblée de la Juventus. Elle parle mieux que moi de jeunesse, donc je lui laisse la primeur pour demain. Demain, 10h. Mais 9h30. Précise. Donc, et après, normalement, 11h30, conférence des présidents pour Scolagours. M. Benedetti.